Bonjour, CentOS est fini, il lui est donc nécessaire de trouver un remplaçant. Alors CentOS reste, mais restera en version stream et sera donc éternellement une version de développement, donc finalement une version de test et non stable. Alors ce qui va être acceptable pour un utilisateur va l'être beaucoup moins en production. Alors je vais vous présenter aujourd'hui Oracle Linux. Alors Oracle Linux est un clone de Red Hat, tout comme l'était CentOS. Alors sur Oracle Linux, chacun aura son avis, chacun aura son ressenti. J'arrête tout de suite là les discussions qui pourraient sortir de ma présentation. Je ne fais pas de politique, chacun son avis. Ici, l'objectif est de découvrir ou de redécouvrir le système. Sprindel, Linux, connu plus sous l'ancien nom Puias, Linux, ou scientifique Linux, Alma, Rocky, sont également des clones de Red Hat. Donc j'aurais bien pu présenter n'importe laquelle d'autre plutôt qu'Oracle. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Cette vidéo présente Oracle Linux, comment elle fonctionne, comment elle se présente, et je passerai rapidement sur les fonctionnalités de base. Cette vidéo ne couvre pas comment installer le système, il s'installe comme tous les autres, et comme tous les autres clones Red Hat, c'est exactement la même chose. Comme je travaillerai sur une machine virtuelle, cette vidéo ne couvre pas non plus comment créer et utiliser une machine virtuelle. Ici, je ne m'embête pas avec tout un tas de paramètres particuliers. J'utilise simplement une machine virtuelle générique. La même machine que j'utiliserai ou j'emploierai pour installer n'importe quel autre système Linux. Les systèmes, il y a encore peu, pouvaient encore être un peu capricieux parfois avec le matériel. Là, c'est quand même fini. La quasi-totalité des matériels s'intègre maintenant très bien à Linux. Alors justement, pas de chichi. Alors vous savez installer une CentOS ou une Red Hat, eh bien vous savez automatiquement installer un Oracle Linux. On change le logo, on change le nom, et le reste, c'est strictement la même chose. Et justement, l'idée est aujourd'hui de bien montrer que un clone de Red Hat reste un clone de Red Hat. C'est exactement les mêmes commandes. Alors on pourra trouver le support d'installation sous deux formes. Un DVD de boot, alors qui fait environ 700 mégas, et un DVD d'installation qui lui fait un peu plus de 9 Go. Alors 9 Go pour le DVD d'installation, ça pourra paraître un peu excessif, mais je parlerai plus tard dans d'autres vidéos, des distributions comme Alma ou encore comme Rocky, et les DVD font la même taille. Alors on peut aussi considérer aujourd'hui que ces 9 Go sont devenus presque la normale. Alors les dépôts pour Oracle Linux sont ici, vous tapez http://yum.oracle.com/Oracle Linux 7.html pour la version 7 et pour la version 8, c'est exactement la même chose, https://yum.oracle.com/oracle-linux-8.html. Et on va retrouver comme URL de dépôt. Donc si vous voulez faire votre installation en passant par les dépôts, sauf si vous passez par le DVD, ben là on n'aura pas besoin de mettre les dépôts, mais pour pouvoir mettre le dépôt dedans, on utilisera https://yum.oracle.com/repos/Oracle Linux avec un O et un L majuscule /OL8 O majuscule L8 /baseOS /latest /x86_64 /index.html. De toute façon, vous retrouverez tout ça avec le yum.oracle.com que j'ai présenté juste avant. Alors on peut mettre dans le dépôt https://yum/oracle.com/repos Oracle Linux OL.
8 base OS, mais pour la 7, eh bien il y aura une petite variation où on va pas retrouver le base OS, on va retrouver le OLS 7, mais il y aura juste cette petite variation entre les deux, que finalement, pour les utilisateurs de CentOS 7 ou 8, on avait déjà remarqué. Alors en dehors du dépôt de paquets, le reste strictement identique. Alors que dire de plus? Vous prenez l'installation de la CentOS 8 ou la 7, ou Red Hat, puisque de toute façon c'est le même système d'origine et on parle bien d'un clone, vous mettez le bon dépôt, et hop, le système est installé après quelques minutes. Alors comme pour CentOS, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le système, eh bien je vais commencer par dire, pensez à activer le réseau au moment de l'installation. Mais tout ça j'en reparlerai justement quand on va bien montrer que tous ces systèmes sont exactement les mêmes. Dans l'installation étant identique, je vais plutôt choisir d'installer le système depuis le DVD avec une interface GUI, une interface graphique. Comme pour Red Hat, on pourra remarquer que KDE ou le bureau Plasma a disparu. On est dans du pro, ce n'est pas de la bureautique, alors on n'a pas de questions à se poser. Pour les débutants ou pour celui qui ne maîtrise pas particulièrement Red Hat, je conseille très largement d'utiliser cette méthode. J'en reparlerai de toute façon après. Donc je lance ma machine et je vais attendre d'arriver sur le bureau. Alors Oracle Linux est donc un clone de Red Hat qui reprend les mêmes paquets, suit les mêmes règles, corrige et suit chaque paquet avec très peu de décalage dans le temps par rapport à Red Hat. Alors on trouvera qu'en général que très peu de temps de décalage avec une compatibilité complète, puisque justement dans les clones on parle de compatibilité Red Hat. Donc je disais tout à l'heure, Oracle Linux ou Rocky ou Alma ou ce qu'on voudra comme clone, un des choix principaux seront principalement basés sur ce temps de réaction dans la mise à jour des paquets et dans cette compatibilité avec Red Hat. Donc justement, on installe le système qu'une seule fois, alors on va voir que on va peut-être rencontrer un petit peu plus de temps dans l'installation que sur d'autres distributions. Maintenant, comme on l'installe qu'une fois, est-ce que c'est vraiment important? Alors ces lenders, en revanche, ne seront pas rencontrés lors de l'installation de paquets, ce qui confirme que le souci est quand même bien négligeable. Alors une fois que mon système sera démarré, on va devoir valider le contrat de licence, puisque là on est avec une interface graphique, et je vais me connecter. Alors sur le bureau, je vais pouvoir comparer et passer à l'emploi de mon système. Alors on devra alors passer par la configuration de base avec le choix de la langue, le choix du clavier, la géolocalisation et l'emploi d'un compte en ligne. Alors l'emploi du compte en ligne sera quand même pas obligatoire. Si vous connaissez pas, vous pouvez profiter des quelques animations qui vont être proposées pour expliquer les bases du système. Par contre, si vous connaissez, on ferme et on peut passer directement à son exploitation. Alors avant d'aller plus loin, on va pouvoir noter, comme chose plus ou moins étonnante, qu'avec le DVD de boot, donc je parle ici de l'autre installation avec l'autre support, le DVD de boot, les options d'installation sont un peu moins nombreuses et que lorsque l'installation serveur est sélectionnée, si on sélectionne l'interface GNOME, elle ne sera de toute façon pas installée. Donc justement, c'est ce que je disais, il est préférable à ce titre-là que si vous débutez avec ce type de système, de passer plutôt par l'option d'installation par le DVD. Alors justement, si vous avez sélectionné le DVD de boot, une fois que vous serez connecté, vous allez tomber sur la ligne de commande, vous allez mettre votre compte route et le mot de passe qui va avec,
Et puis il faudra alors installer le groupe de paquets serveur GUI. Puis il faudra activer le démarrage graphique avec un systemctl set default graphical. Alors globalement pour les utilisateurs de CentOS ou Red Hat, rien de nouveau. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet en expliquant comment démarrer un système, soit avec une interface graphique, soit en mode texte. Alors justement, si vous vous trouvez bloqué dans cette situation, je vais montrer comment installer un groupe de paquets juste après. Alors sans le plus attendre, je vais ouvrir un terminal et voir comment est organisé le système. Alors pour ça, je vais passer en route. Alors juste pour le sport, je vais faire un sudo su pour vérifier que tout est bien fait de la même manière. Et une fois que j'aurai fait mon sudo su, une fois que je serai connecté en route avec mon mot de passe, puisque de toute façon je suis administrateur, eh bien la première chose que je vais faire, c'est aller voir mes dépôts. Les groupes de paquets disponibles avec un yum group list ou, comme on devrait le faire actuellement, avec un DNF group list. Alors sans grande surprise, j'obtiens bien la liste des groupes d'installation de paquets disponibles. Alors avant de passer à l'installation d'un groupe de fichiers, un groupe de paquets, je vais d'abord vérifier si j'ai gparted et gvim d'installer. Donc, je tape gparted, je tape gvim, et là il va me dire que les commandes il ne les connaît pas. Alors pour rester dans le même ordre d'idée, eh bien justement je vais les installer, je vais faire une installation très classique. Je vais faire un DNF, espace install, espace gvim, espace gparted. Donc je vais installer les deux en même temps. Alors comme gparted il me dit qu'il n'est pas disponible, il n'est pas disponible dans les paquets de base, eh bien je vais juste installer gvim et je vais activer ensuite le dépôt pour gparted. Donc je vais commencer par mon gvim, je vais faire un DNF install gvim espace-y, comme ça j'aurai pas besoin de répondre oui à la question, il va passer directement à l'installation jusqu'au bout. Donc une fois que mon gvim soit installé, donc j'ai choisi quand même des sujets pour pas prendre beaucoup de temps pour pouvoir les installer, mais j'aurais très bien pu prendre n'importe quel autre paquet. Donc dans les activités, je vais pouvoir retrouver et lancer mon gvim. Alors cette fois, une fois qu'on a vu que gvim fonctionnait, je vais pouvoir passer à gparted. Alors gparted se trouve normalement dans le repos EPEL. Alors le repos pour Oracle Linux 8, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est dans yum.oracle.com/oracle-linux-8 HTML. Donc c'est là-dedans qu'on va pouvoir retrouver les différents dépôts. Alors sinon, on sait que normalement, gparted est dans le dépôt EPEL, donc la commande dnf search EPEL va pouvoir m'en dire plus. Donc en tapant cette commande, il va me dire que de toute façon, le dépôt EPEL est dans oracle-epel-release-el8. Donc il me reste plus qu'à installer le repos avec un dnf install oracle-epel-release-el8. Alors c'est juste cette petite variante qui va changer entre un clone et un autre clone. Donc une fois que mon dépôt EPEL release aura été installé, aura été activé, il me reste plus qu'à faire un dnf install gparted espace-y. Et là, tout de suite, la commande va me régler le problème pour mon installation de gparted. Alors bien sûr, comme d'habitude, bon, c'est le premier lancement, c'est la première connexion au dépôt EPEL. Il devra avant tout récupérer déjà les différents paquets qui sont disponibles dans ce dépôt, donc ça pourrait être un petit peu plus long. Il faudra peut-être attendre quelques secondes, mais le principe est là. Toujours, de toute façon, rien de nouveau sur ce principe. Alors bien sûr, le repos n'est pas EPEL release comme sur Red Hat. Après, le nom n'en est quand même pas loin.
Quand mon Gparted est installé, je vais pouvoir retourner dans les activités comme je l'ai fait pour Gvim, et puis tout simplement lancer mon Gparted. Alors Gparted, ça reste du Gparted. L'idée n'est pas non plus de le présenter ici. Alors je vais rester dans le même principe, dans les activités, je vais regarder si VNC, il est connu, donc il ne connaît pas non plus d'application qui pourrait s'appeler VNC. Alors justement, je disais tout à l'heure que on va faire l'essai avec l'installation d'un groupe. Alors justement, on va voir comment se comporte l'installation d'un groupe comme outil système, puisque c'est dans les outils système que je vais retrouver VNC. Donc je vais faire un DNF groupe install et entre guillemets ou entre apostrophes, suivant le cas, je reprends outil système. Donc là c'est pareil, il va m'installer tous les outils système. Donc bien sûr c'est pas la même chose que juste installer un paquet, on installe un groupe de paquets, c'est pour ça que ça s'appelle groupe install. Donc une fois que c'est fait, donc tout ça ce sont des exemples. Les commandes de l'un de toute façon sont disponibles dans l'autre. Donc là je l'ai fait pour outil système, mais j'aurais très bien pu le faire pour n'importe quel autre groupe. C'est ce que je disais au début. Si vous avez fait une installation par le DVD de boot, eh bien vous pourrez tout simplement installer serveur avec GUI. Donc maintenant que c'est fait, maintenant qu'il m'a installé mon groupe outil système, je peux aller dans les activités. Et là, cette fois, quand je vais taper VNC, il va me trouver Tiger VNC. Donc, qui est tout simplement aussi une variante de l'outil VNC habituel. Alors justement, parce que j'en avais parlé au moment de l'installation de mon réseau, on va encore voir ça au passage. La configuration côté système CTL et notamment les scripts de configuration du réseau. Alors sur Red Hat, on va retrouver les scripts de configuration des cartes réseau dans /etc /sysconfig /networkscript et le fichier au nom de la carte réseau. Alors justement, je vais commencer par faire un IPA et on va voir que ma carte réseau porte le nom de ENS160. Alors, il n'y a jamais un numéro pareil, donc on s'inquiète pas du côté là. Et mon script devrait donc être /etc /sysconfig /networkscript /ifcfg-ens160. Alors soit on peut le modifier directement quand on a l'habitude, sinon, comme ici, je vais faire un cd /etc /sysconfig /networkscript pour pouvoir me déplacer dans le dossier. Et une fois que je serai dans le dossier, je vais faire un ls pour lister les différents fichiers. Et sans surprise, mon fichier porte bien le nom de ifcfg-ens160. Bon, je vais faire un vi pour pouvoir éditer le fichier. Donc je vais faire un vi espace ifcfg-ens160. Alors vi est l'éditeur de texte historique, mais vous pourriez très bien utiliser Nano. Alors encore une fois, il n'y a pas de surprise, on tombe sur un fichier qui a la même structure que ce qu'on a l'habitude de voir. Alors au passage, justement, si vous avez oublié de cocher le réseau au moment de l'installation, c'est ce que je disais, eh bien c'est le paramètre onBoot qu'il faudra passer à yes tout en bas du fichier. Alors justement, si vous désirez changer l'IP, c'est le moment. Alors on va justement mettre une IP fixe à notre carte réseau. Alors je vais faire un boot proto égale none, donc je vais passer de DHCP sans protocole, et puis je vais lui mettre derrière l'adresse IP ADDR égale 192.168.100. Mon masque de réseau, netmask, égale 255.255.255.0. Gateway, la passerelle, 192.168.1.1. Et je vais mettre mes DNS. DNS1 89.2.0.1 et en DNS2 89.2.0.2. Alors comme d'habitude, avant de quitter, je vais vérifier, puisqu'il faut toujours vérifier, et on voit par exemple que j'ai mis 255.255.255.255.0 pour mon masque. Alors bien sûr, il y a un 255 en trop. Alors ça arrive, on n'est pas à l'abri de faire une erreur, même après avoir vérifié.
Donc je vais la laisser, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et j'enregistre avec un échappe .wq. Alors ce que j'ai mis comme adresse IP, mon instant, ma passerelle, mon masque et surtout mes DNS, ça s'invente pas, ça dépend de votre réseau. Donc je vais redémarrer mes cartes réseau, ou ma carte réseau avec un if down ENS 160. Donc je vais arrêter ma carte réseau et je vais la redémarrer avec un if up ENS 160. Alors justement, notez bien que j'utilise les commandes if down et if up pour ma carte réseau. Sur la plupart des tutos, si vous allez chercher sur internet, on va vous dire c'est facile, il suffit de redémarrer Network Manager. Network Manager, c'est le gestionnaire de carte réseau qu'on a en haut dans la barre d'activité sur la droite, mais c'est valable quand vous utilisez Network Manager. Ici, je viens de modifier mon fichier de configuration. Donc, le Network Manager, vous pouvez toujours le redémarrer autant que vous voulez. Il prendra jamais l'adresse. Donc, puis on vérifie que l'adresse a bien été prise en compte avec un IPA. Alors, bien sûr, ici, l'adresse n'a pas changé, car il y a une erreur dans le fichier. Alors que diable, on reprend le fichier, on y apporte la correction nécessaire. Alors ici, c'est qu'une erreur dans le masque, mais il arrive parfois que ça peut être un petit peu plus compliqué que ça. Il suffit d'oublier un D à ADDR, IP ADDR, ça arrive puisque bon, en français on écrit adresse avec un seul D, mais ça peut être aussi gateway, ou certaines personnes disent gateway, alors qu'à la place de mettre un E, on met un A. Donc une fois que c'est fait, je vais redémarrer de nouveau ma carte réseau avec un if down ENS 160 et je redémarre la carte avec un if up ENS 160. Et là cette fois, si je vérifie mon adresse avec un IPA, je constate bien que la carte réseau a cette fois récupéré la bonne adresse. Alors on pourra encore pousser un petit peu plus loin et faire une vérification que le réseau est bien opérationnel avec un ping oracle.com. Alors le ping sur Linux n'est pas limité, il risque de tourner à un bon moment. Alors on peut le couper avec un CTRL-C, mais si on connaît la commande ping, on peut aussi lui passer comme paramètre de ne compter avec un C que 4 paquets par exemple. Donc je vais faire un ping oracle.com-C4 et là il va n'envoyer que 4 paquets et après 4 paquets envoyés, il va s'arrêter. Donc comme on vient de le voir, Oracle Linux est bien un clone de Red Hat, comme l'était CentOS. Malheureusement, Oracle joue d'une mauvaise réputation. Alors ensuite, à chacun de se faire son idée. Oracle reprend très majoritairement les différentes mises à jour des paquets Red Hat et les importe dans leur propre dépôt, finalement comme CentOS ou comme Springdale Linux. Alors, est-ce qu'il y a encore un risque de tomber sur un service qui n'est pas forcément très fiable? Après, Springdale Linux, en retour, est quand même moins connu. Alors il est sûr que Oracle a fait des erreurs par le passé, Oracle Linux n'est pas né non plus d'hier, donc tout ça reste à voir. Alors un clone restant un clone, je ne présenterai pas Springdale Linux, pas plus que Alma ou Rocky. Par contre, je ne dis pas que je présenterai pas quelques petites choses en utilisant comme OS support, histoire de changer. Et sans rentrer dans les détails, tout en montrant que l'un et l'autre sont bien dit compatibles Red Hat, c'est finalement ça le fondement qu'il faudra prendre en compte. Alors je vais pas plus refaire le monde, ce qui suit sur l'utilisation du système, ce n'est que de l'utilisation classique, et avec les mêmes commandes que celles qu'on aura pu voir sur Red Hat. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Red Hat ne date pas d'hier, ça reste un très grand classique. Il va être temps de sortir des milliers de tutos qui parlent toujours des mêmes choses. Alors bien sûr, je ne m'adresse pas qu'à des informaticiens, ce n'est pas toujours facile de suivre et de comprendre toujours de quoi on parle. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions, me faire part de vos difficultés, des soucis que vous pourriez rencontrer. Et sinon, eh bien on se dit à bientôt.